à fait. En direct du studio A de la télévision Bonferré, une émission que vous suivez en simultané et en direct également sur les ondes de la radio Bonferré 105 FM à Niamey et ses environs. C'est pas toujours que il me vient à l'esprit de préciser ces détails, puisque pour ceux qui ne peuvent pas donc évidemment sur la télé, en même temps ils peuvent le faire à travers la radio Bonferré 105 FM à Niamey et ses environs. Autour de la table, nos invités consultants habituels, docteur Souley Haji. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À côté, il y a Hussein Issa. Bonjour. Merci d'être là. Et en face, il y a docteur Amadou Sambaka. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là et bonne journée les jeunes. Merci. À vous et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent présentement et même pour ceux qui ne suivent pas. Alors, Presse Plus aujourd'hui, au menu, la succession de Issoufou, ou l'après Issoufou Mamadou, l'actuel président de la République, la situation que cela crée au niveau du PNDS. En tout cas, ça a été des sujets largement abordés par beaucoup de nos confrères de la presse écrite cette semaine. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et puis il y a la révision constitutionnelle, la révision de certains articles de la Constitution. Cette opération a consisté cette semaine en la révision et en l'adoption du code électoral, juste avant que la session extraordinaire de l'Assemblée nationale ne clôture en fin de semaine. Nous parlerons également de cette fameuse affaire Africa qui a connu des éléments nouveaux cette semaine avec l'interview exclusive accordée par un journal de la place au président directeur général de cette société. Et à côté, il y a également du nouveau dans l'affaire du prêt Exim Bank contracté par le Niger auprès de cette banque chinoise et qui a fait polémique, vous vous rappelez, en 2014 à travers une annonce du président de l'Assemblée de l'époque, M. Hama. Merci de votre fidélité, bienvenue à toutes et à tous. Succession à la tête de l'État et situation au sein du PNDS Tareya, par voie de conséquence. L'actualité titre présidentielle 2021, succession d'Issoufou, salut Jubo, la bonne carte. Succession d'Issoufou, est-ce que salut Jubo est la bonne carte, s'interroge le journal L'Actualité. Le journal Républicain lui répond pratiquement, puisque le titre, passage de témoin Issoufou Salou Jubo, une manœuvre cousue de fil blanc. Passage de témoin Issoufou Salou Jubo, une manœuvre cousue de fil blanc, dit le journal Républicain. Alors, où c'est dit ça? On va commencer avec vous aujourd'hui. Est-ce que c'est plausible finalement? La semaine passée déjà, il y a certains journaux qui ont titré sur cette affaire. On a l'impression que nos confrères de la presse écrite insistent là-dessus. Il semble qu'il y ait même un document plus ou moins formel qui scelle ce dit, sauf que personne n'a pour le moment vu ce document, mais comme on dit, ici chez nous, quand la rumeur persiste, peut-être qu'elle a toujours... Effectivement, tout est possible, c'est ce que je voulais dire, tout est possible dans notre environnement politique. Il n'y a rien de sérieux qui s'est fait. Et vous savez bien, et avant de passer la main à Salou Jibo, ou du moins à Issoufou, il y a eu quand même une entente entre les deux, comme on avait dit, les deux personnes, les deux personnalités. Le président Issoufou en personne, lors de la présentation de son premier bilan, avait dit quelles étaient les relations au sortir, comment dirais-je, de la transition avec Salou Jibo. C'est sûr que dans l'ordre des choses, ça peut se passer comme ça. Mais maintenant, comment au niveau du PND ça va être accueilli, bien entendu, c'est que les cassés qui vont, parce qu'ils se voient déjà, en tout cas en pole position pour pouvoir le remplacer et aller aux élections. Ils voient mal que quelqu'un qui n'a jamais milité au sein de leur parti, qui plus est un militaire, se retrouve du jour au lendemain pour prendre la direction du parti.
Mais il n'est pas exclu du tout que, effectivement, si les journaux en parlent comme vous le dites, c'est qu'il y a un fond de vérité dans cette affaire-là. Mais on attend de voir, parce qu'il y a déjà une guerre de tranchées au sein de cette formation politique-là par rapport à la succession, comme avait dit le président, qui normalement est en train de faire son deuxième mandat. Et à l'issue de ce mandat, comme il l'a promis, on l'espère qu'il va tenir, qu'il ne va pas d'ici là trouver un mécanisme et pour vouloir s'installer. Et à l'issue, on va savoir comment les choses vont se passer. Alors docteur, beaucoup de nos confrères pensent que Salou Jibo et Issoufou Mamadou vont nous la jouer à la Toumani et à Alpha Konaré. Bon, c'est vrai, comme vous l'avez annoncé au début de cette émission, déjà la semaine passée, je crois qu'il y avait des journaux qui en avaient parlé, et puis sur le plateau de Presse Plus, on a parlé de cette rumeur, en tout cas pour l'instant, et nous nous sommes... Sans trop insister là-dessus. Oui, donc nous nous sommes prononcés par rapport à ça. Moi, personnellement, je disais que, bon, si cela a été possible pour le cas du Mali, donc avec le président Alpha Condé, Adema, Alpha Omar Konaré, donc Amadou Toumani Touré, Ibeka, qui ont été pratiquement tous roulés dans la farine. Je pense que pour le cas du Niger, ce serait un peu difficile, à ce que même s'il y a eu un deal entre le chef de l'État, donc l'ancien chef de l'État, le général Salou Jibo, et puis le président Issoufou Mamadou, je ne pense pas que la façon dont le PNDS-Taraya, en tout cas, est structuré, que Issoufou puisse leur imposer un candidat, surtout qui n'est pas de leur sérail. C'est vrai, on a un peu relativisé, puisqu'on a vu que l'actuel Premier ministre, qui n'était pas quand même un cacique du PNDS-Taraya, qui a pris la carte, il me semble, en 2011, et qui était bombardé déjà Premier ministre, peut-être, bon, c'est possible, mais... Et moi, je reste convaincu que au niveau, en tout cas, du présidium ou même du comité exécutif du PNDS-Taraya, il serait difficile à ce qu'il accepte une autre candidature en dehors vraiment des vieux compagnons, en tout cas, qui étaient là au niveau du parti. Et puis d'ailleurs, si on voit un peu l'histoire de ce parti politique, depuis les premières élections démocratiques, donc en 93, pratiquement c'est toujours, à l'époque, c'était le secrétaire général donc, du PNDS-Taraya, à la personne du comité exécutif du PNDS-Taraya, donc M. Issoufou Mamadou, qui a été de tout temps le seul candidat du parti, en tout cas qui est investi comme candidat du parti aux différentes élections présidentielles. Et du 25 maintenant jusqu'à ce qu'il ait réformé ce directoire pour qu'il institue un président du parti, et c'était toujours le camarade Issoufou, comme il aime le dire, qui a été candidat. Donc aujourd'hui, je ne vois pas ce qui va faire en sorte que le camarade Bazoum, qui est président du parti, en tout cas PNDS-Taraya, ne soit pas investi comme candidat du parti aux élections présidentielles. Donc je pense que, en tout cas moi... Mais la question est, est-ce que Bazoum et ses autres camarades ont seulement le moyen d'empêcher le président de la République? Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, le président Issoufou, en réalité, et de mon point de vue, je pense, logiquement, il n'a plus la maîtrise du parti. En principe, il est président de la République, la Constitution dit qu'il est au-dessus de la mêlée. C'est vrai, et jusque-là, il est très populaire, surtout dans la région de Tawa. Peut-être s'il donne un mot d'ordre, peut-être les gens vont le suivre, mais si on fait ça, c'est la personne de Issoufou que les gens voient, ou bien c'est sur le parti, l'idéologie, même si on l'a toujours dit, Dr Selagi est là pour le confirmer, il n'y a plus d'idéologie au sein de nos partis, de nos formations politiques. Peut-être c'est à une certaine, en tout cas l'aura du premier responsable du parti qui fait en sorte que s'il donne des consignes de vote, il va le faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui Issoufou va trahir ses camarades avec lesquels ils ont créé le parti depuis qu'ils étaient dans la clandestinité en tant qu'étudiants, ainsi de suite, tout ça. Donc je pense que c'est un peu ça. Moi je pense que Salou Jibo a le droit, comme n'importe quel citoyen, de se présenter par la voie démocratique à la magistrature suprême de ce pays. Et de mon point de vue, il peut soit chercher en tout cas à avoir l'investiture d'un petit parti, ou bien, puisque le principe de la candidature indépendante est admis au terme de l'article 9 de la Constitution, s'il pense que suffisamment le peuple nigérien peut lui faire confiance, créer son propre parti et puis rentrer dans l'arène politique. Mais en tout cas, venir par effraction dans le parti
PNDS. PNDS et pour qu'ils puissent se faire imposer dans le souci de respecter si jamais il y a cet accord tacite ou explicite, comme vous l'aurez dit, entre le président Issoufou et lui, je pense que ce serait, en tout cas, ce ne serait pas facile. Ce serait pas facile. Alors, on a l'impression de plus et avec cette affaire, que les intérêts du président de la République qui mettra donc son mandat, qui mettra son poste en jeu après son départ en 2021 et son parti d'origine du PNDS n'ont pas forcément les mêmes intérêts. C'est l'impression qu'on a. Bon, évidemment, c'est une partie politique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs factions, il y a plusieurs tendances. Donc les gens, bien entendu, n'ont pas les mêmes intérêts. C'est évident. Bon, je pense quand même déjà, on met un peu à salut avant les deux. Il reste encore 4 ans encore. Il y a 4 ans qui restent encore. 4 ans. Bon, déjà, on va parler de la situation de on ne sait pas d'ici là qu'est-ce qui va se passer. Personne ne sait. Dieu seul sait. Donc vraiment, je pense que c'est quand même dommage d'évoquer un tel sujet. Bon, la presse, mais quand même, nous, quand même, on doit dire non. 40 tours. Même si tel est le cas, j'ai une question de si l'aventure de Mamadou Soufou, donc, l'impact de la donc ça veut dire que lui, il ne va plus regouverner le Niger, parce qu'il a déjà 65 ans. Donc si ça veut faire 2 mandats, évidemment, ça fera un peu âgé pour Mamadou Soufou pour encore briguer de nouveau. Et les barons actuels du parti, eux aussi, maintenant, ils sont 60 ans environ, donc la génération. Maintenant, ça doit faire des mandats, eux ils seront déjà dans une phase très difficile pour pouvoir avoir le sentiment des choses. Là, ça c'est très difficile. Deuxième élément, on est aussi dans un contexte où on a quand même lutté pour une démocratie où les civils devaient gouverner. Donc le BNDS, le parti notamment démocratique, on luttait pour que ça soit vraiment la démocratie civile qui soit à l'honneur. Donc si on va renommer à la place, en tout cas on va proposer un militaire à la place donc, des civils pour gouverner, c'est un recul. C'est un recul de 25 ans. C'est que les civils ont été incapables. Donc ce n'est pas à mesure de pouvoir gouverner un pays. Il faut des militaires, il faut la force, il faut quelqu'un qui a le point, il faut... Bon voilà, donc c'est ça aussi le côté symbolique qui fait que c'est un recul pour nous, en tout cas pour qu'un prétorien vienne encore gouverner. Ça montre que nous sommes incapables de tenir les rênes de l'État, que nous sommes impuissants à faire face aux conflits, au terrorisme, tout ce qui a comme problème dans le pays. Je pense que ça c'est vraiment un échec. Et donc vraiment ce sera un que ça va avoir pour effet de pouvoir agglomérer autour de Salou Choupo encore les militaires, une casse militaire, c'est sûr, c'est comme ça, c'est comme ça, ça se passe pour Mauritanie, tout ça, vous avez, c'est comme ça. Oui, donc, les militaires qui sont ici. Voilà. Donc c'est dans un cas démocratique. Cela va avoir pour effet aussi donc d'évincer les cachets du PNDS. Voilà. Et bien, maintenant, on va mettre à la porte. Donc ceux qui ont mis à la place les Salou Choupo. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, on va aller voir qu'il va faire le ménage. Le ménage sera fait pour que ça soit juste, en tout cas. Et aussi les allégeances régionales, régionalistes, ethniques, tout ça, ça joue dans un cas africain. Tout ça, ça joue, il n'y a pas que ça. Donc il y a tous ceux qui sont dans la position, parfois, n'ont pas pu avoir accès au pouvoir politique, vont pouvoir s'approcher de ça. Et donc ça va encore davantage évincer, donc n'est-ce pas, les cachets du PNDS. Donc ils voient ça, ils savent ça, ils savent qu'il y a des risques très graves pour qu'on donne le pouvoir. Ils seront au fil du temps de plus en plus reculés, voilà, adhérents et à des positions incongrues. Et ça, encore, s'ils ont la chance, certains seront inquiétés. Si on dit, voilà, il y a 10 ans et 20 ans, tu as fait ça. Donc on va rappeler certains dossiers, et on les connaît quand même, qu'il y a beaucoup de dossiers. Donc, on fait que, je ne sais pas, quand la Soufou, je ne crois pas que le Soufou puisse se donner, en tout cas comme ça, pour avoir un deal avec Soufou. D'autant plus qu'il y a déjà des gens qui se préparent. Qui se préparent depuis 10, 15, 20 ans. Ils savent qu'un jour, on va descendre, comme on dit. Maintenant, il y aura, comment dirais-je, un nouveau candidat du parti, et en l'occurrence un civil, en l'occurrence en tout cas un décassé certainement, qui n'a pas encore atteint un âge avancé. Donc c'est maintenant, c'est vraiment à 2021 qu'ils peuvent briguer les pouvoirs de poste présidentiel. Pas après 2021, ou en 2031. Donc c'est maintenant. Donc l'enjeu pour eux c'est vraiment de tenir en main leur parti et pouvoir briguer eux-mêmes, n'est-ce pas, les postes très importants du l'État. Alors, Ousseinissa, vous en parlez tout à l'heure, il y a déjà des rififi au sein du PNDS. Est-ce lié à ces rumeurs de l'arrivée, par effraction, du général Salou Choupo à la tête de ce parti pour briguer la candidature à la présidentielle de 2021 ?
titre de ce parti. En tout cas, certains journaux confirment plus ou moins ce que vous dites. Il s'agit par exemple du Monde d'aujourd'hui qui titre PNDS Taraya vers un clash entre Issoufou et Bazoum, même si là il s'agit encore une fois d'une interrogation. Vers un clash entre Issoufou et Bazoum. Et puis l'enquêteur du 13 juin qui titre PNDS Taraya présidentielle 2021, un épais brouillard entoure l'après Issoufou. On entend déjà le son des couteaux aiguisés en coulisses. On entend déjà le son des couteaux aiguisés en coulisses. Dit ironiquement donc le journal L'Enquêteur. Alors, peut-être que c'est une crise ou c'est des crises latentes déjà qui existent depuis déjà avant la fin du premier mandat. On parlait d'un problème de cohésion entre les caciques du parti par rapport à certains choix. Aujourd'hui, 1 an et demi après le début du second mandat, ces mêmes rumeurs reviennent et on pense que cette fois, c'est même de plus en plus sérieux. Est-ce que vous le pensez aussi? Bon, mais moi, je ne pense pas. Le problème qui se pose au niveau de ce paquet, je pense que le problème de Salou Djibo est venu s'est greffé. Il y a d'abord un premier problème qui était là dès le départ par rapport aux alliances notamment, où bon, il y a une tendance à vouloir contenter ceux-là qui sont venus soutenir, que contenter ceux-là qui ont lutté, qui ont fait des luttes. Il y a eu ce problème-là au sein de ce parti. Dans tout parti, des choses comme ça se passent. Quand vous avez passé votre temps à lutter et que vous arrivez au pouvoir et qu'on vous met de côté, on privilégie d'abord ceux qui sont venus soutenir. Les alliés qui sont venus, qu'on a voulu caser ou qu'on a casé, ça a posé problème au niveau des cadres. Maintenant, tout à fait. On a vu le débat que cela a suscité. Ça a suscité des débats, il y en a beaucoup qui étaient contre. Ils étaient contre parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils pouvaient travailler sans avoir le soutien. Et ça a continué, même quand il est sorti avec pratiquement 92, et quelques pourcents, il a fait appel à d'autres, il y en a qui ont accouru pour venir. Bon, ils considèrent que ce n'était pas la peine. Il y a beaucoup de cadres au sein du PNDS qui considèrent que vraiment c'est des gens qui sont venus, mais ce n'est pas parce qu'ils ont une expertise quelconque. Maintenant, évidemment, avec, comment dirais-je, ce deuxième mandat-là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des luttes de positionnement et que ça devienne beaucoup plus intense. Ça existe dans tout parti politique où des gens sont là par rapport à des postes de positionnement. Ils sont là aux aguets et dès que les conditions sont réunies, ça commence. C'est dans tous les partis pratiquement qu'on retrouve ce genre de lutte-là. Mais je ne pense pas qu'il y ait véritablement de crise ou un clash anti-Issoufou. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue une chose. Quand on regarde un peu la structuration du PNDS, tout le monde, c'est un fait qui est admis. C'est Issoufou qui milite, qui mobilise. C'est lui qui mobilise la région de Tawa et puis quelque part dans d'autres régions. Les autres, bon, d'accord, ils sont fiefs. Les autres, ils sont là, d'accord, ils contribuent aussi, mais vraiment de manière moindre. Et ça fait que les gens ne peuvent pas, pas attaquer Issoufou frontalement. Même s'il y a des problèmes à l'interne, c'est des problèmes généralement qu'ils arrivent à gérer entre eux. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait crise. Peut-être la crise il y aura peut-être crise quand il va être question maintenant de choisir le candidat qui va représenter le parti. On n'en est pas encore là. Oui, bien sûr, vraiment, moi je considère que c'est très tôt. Il y a d'autres problèmes plus importants que de venir du secteur autour de comment un parti doit, qu'est-ce qui se passe au sein d'un parti, soit-il le parti présidentiel. Tout à fait. En tout cas, la roue de l'histoire titre à ce propos, une spéculation autour de l'avenir du PNDS. Le PNDS ira aux élections 2021 soudé, assure le journal. Le PNDS ira aux élections 2021 soudé. Et ce n'est pas le même avis qu'à l'événement, le journal L'événement qui titre débâcle électoral, le PNDS sur la voie du PS français. Débâcle électoral, le PNDS sur la voie du PS français. C'est vrai, on a vu les mauvais résultats du Parti socialiste français à l'occasion des dernières élections générales en France, à la présidentielle d'abord, où le candidat du PS est placé 4e et 5e, donc les présidentielles, et puis législatives, le premier tour des législatives, ou puisqu'on attend le deuxième tour.
tout, mais le PS est pratiquement complètement recalé avec moins de 10% ou 11% donc de l'ensemble de l'électorat français actuellement, avec à peine une trentaine ou moins de députés à l'Assemblée nationale, contrairement aux 200 et quelques députés qu'ils avaient pendant le mandat de François Hollande. Alors, docteur, on entend déjà le son des couteaux aiguisés en coulisses selon l'enquêteur. Clash entre Issoufou et Bazoum, où le PNDS ira souder aux élections de 2021, ou alors il faut s'attendre à un débat électoral du PNDS en 2021. Bon, moi je pense que tout ça, comme cela je l'ai dit, c'est un peu de la surenchère des journaux, de la spéculation pour l'instant. Effectivement, aujourd'hui, si on voit, parce que l'autre, en tout cas, risque, c'est que si déjà aujourd'hui, les journaux alimentent cette histoire de succession, en tout cas, des fois, dans des situations peut-être qui risquent de se passer de façon douloureuse, et que, bon, est-ce que réellement le gouvernement actuel là peut s'atteler vraiment à apporter des réponses aux préoccupations des gens. Dès qu'on amène la question de succession à tort ou à raison, parce que surtout que les journaux distillent ces informations par-ci par-là, peut-être face à la récurrence de ces rumeurs-là, et même ceux qui ne croient pas peuvent croire et puis chercher à se positionner par rapport à leur avenir politique et ne pas travailler vraiment pour le déjà peuple. Qu'on se plaint d'avoir un gouvernement éminemment politique. Voilà, politique. Et puis bon, vous savez qu'avec dans peu de temps, ce serait vraiment totalement de l'immobilisme, le gouvernement va plomber, les gens ne vont plus travailler. Déjà, si on fait, même en temps normal, peut-être après pratiquement 3 ans d'exercice du pouvoir pour le deuxième mandat, les deux dernières années sont consacrées un peu aux préparatifs donc des élections. Les gens ne travaillent pas. Déjà, on parle des élections locales en 2019. Voilà, 2019. Voilà, donc vous voyez, déjà si on parle de la succession, donc à la tête de l'État, au président Issoufou, au sein de sa formation politique, à 4 ans de la fin de son mandat, je pense que ça va poser un véritable problème. Mais je pense qu'eux, ils vont rester sereins pour l'instant. Et bon, moi, tout ce que les journaux ont dit et par rapport au clash probable entre Issoufou et Bazoum, ça, je n'y crois pas. Je pense que, et quand même, je l'ai relevé, c'est l'un des partis qui a fait preuve beaucoup plus de discipline sur l'échiquier politique par rapport à ça. Et puis, Bazoum, comme ses autres camarades, sous l'a rappelé, les caciques du PNDS quand même, avait beaucoup œuvré pour hisser aujourd'hui Issoufou au firmament, en tout cas à la tête de l'État. Je pense que quelque part, il y a une dette morale de Issoufou vis-à-vis de ses camarades, de ses caciques-là. Bon, c'est vrai, c'est la politique, il n'y a pas de logique. On a vu ce qui s'est passé entre Tanja et Hama. Mais au MNSD, bon, comme je l'ai dit, si vraiment ils vont continuer dans le même élan avec une certaine rigueur dans la discipline au sein du parti politique, je pense qu'on ne va pas arriver à ce clash entre Issoufou et Bazoum. Ça, je pense que c'est une hypothèse carrément à écarter. Et je pense que maintenant, le seul défi, c'est de faire en sorte qu'effectivement, qu'il aille aux élections, comme l'a dit la roue de l'histoire. Vraiment, le PNDS sera soudé pour qu'il aille aux élections, que le choix, en tout cas, du candidat du parti, je pense qu'il doit se faire à l'interne, sera respecté par les autres militants, y compris le fief du président de Issoufou. C'est ça le défi. C'est ça le défi, c'est vrai, puisqu'il y a des rumeurs persistantes de plus en plus qu'au niveau de la région de Tawa, bon, que le président Bazoum ne serait pas en odeur de sainteté avec. Mais je pense que tout dépend de la consigne que Issoufou va donner. Si lui-même, il cautionne la candidature éventuelle de Bazoum en tant que président, en tout cas en tant que candidat du PNDS aux élections présidentielles, je pense qu'ils peuvent le suivre. Mais c'est prématuré, comme vraiment l'a dit. Il faut peut-être penser à comment il faut apporter des réponses aux préoccupations, à la situation conjoncturelle qu'on est en train de vivre, la question de l'école, vraiment la question de la santé, la question de la sécurité. Je pense que c'est ça qui doit préoccuper, où les gens peuvent proposer des pistes de solutions et que le gouvernement doit prendre en compte comment est-ce qu'il faut réduire le train de vie de l'État qui doit passer par la réduction de la taille du gouvernement. Je pense que voilà un peu des sujets d'intérêt majeur autour de lesquels effectivement qui doivent attirer plus l'attention des gens et préoccuper les gens que des sujets politiciens qui ne sont pas encore à l'ordre du jour. Alors docteur, oui. Bon, c'est vrai que la politique, ce n'est pas des sentiments. Les sentiments prennent place, y compris entre Bazoum et Maurice Issoufou, même s'ils ont longtemps cohabité dans le parti. Je veux dire qu'il se pourrait que s'il y avait un deal justement entre Salou Djibo et Maurice Issoufou, et que Bazoum, par exemple, s'y opposerait, donc il y a des chances qu'il y ait un clash entre Maurice Issoufou et Bazoum, parce qu'ils le mettent à la porte. Donc c'est pas, voilà, ça c'est pour des intérêts tout à fait stratégiques précis. Donc il doit défendre, parce qu'il y a eu un deal déjà entre lui et Salou Djibo.
ou encore si par exemple vous voulez un clan, une faction, c'est une partie qui va pouvoir chercher à résister. Bon, là aussi, c'est pas amener des couacs entre lui et le président de la République, en tout cas le président Mamou Soufou. Bon, donc là aussi, ce n'est pas exclu. Dans tous les cas, les deux hypothèses ne sont pas plausibles. Dans la mesure où lui-même, Bazoum, est quand même, je crois, souhaite briguer contre la magistrature suprême. Bon, en ce cas, il n'a pas intérêt, c'est pas lever les petits doigts pour dire non. Surtout dès maintenant. Surtout dès maintenant, il va pouvoir en tout cas tenir le silence tranquille. Parce que, en tout cas, à mon avis, il a quand même plus de chance que l'autre ou d'autres, en tout cas, candidats, en tout cas, est probable pour être le candidat pour la candidat de PDS. Parce que les autres, bon, il faut quand même dire que déjà, ils sont déjà parfois mouillés dans les affaires. Voilà, les affaires financières, ceci, cela, voilà, le détournement, en tout cas des choses qui ne sont pas ça fait propre. Donc ce n'est pas quand même eux qu'on va quand même présenter aux Nigériens comme étant des candidats. Voilà, moi je pense qu'ici, après, il y a choisir entre tous ces candidats-là, par exemple, il est quand même le plus mieux placé. C'est même le plus propre d'abord, le plus propre même. Voilà, il est quand même le plus propre. C'est aussi le plus démocrate entre tous. Quand on prend tous ces gens-là, quand même des femmes malgré c'est quoi qu'ici et là, quand même ils défendent quand même une position démocratique, les valeurs, tout cela, c'est important. Et les Nigériens aiment ça, et non pas les gens qui détournent aussi, qui font des choses comme ça, ou qui ont des vérités, qu'on dirait positives ou tout cela. Donc je pense que l'intérêt c'est chance, si je le faut, il a ses chances pour que, au cas où il n'est pas une fois de plus le candidat proposé, en tout cas je crois qu'il a quand même ses chances pour pouvoir battre en tout cas ces candidats, en tout cas que l'on veut présenter comme étant candidat au président. Et je pense que là aussi, bien sûr, on va pouvoir choisir entre les valeurs et les non-valeurs. Parce que s'il doit choisir les non-valeurs, il ne doit pas proposer les gens même qui sont même de sa région, en tout cas qui sont prêts pour qu'ils soient des candidats du parti du PNDS. Il doit pouvoir choisir donc quelles sont les valeurs propres du PNDS. Quels sont les gens qui ont pendant les 10 années bientôt passées, qui n'ont pas été inquiétés du point de vue judiciaire, en tout cas, même pas inquiétés, en tout cas, qui n'ont pas commis des gaffes. Ils ne sont pas rampés. Voilà. De grosses gaffes. Grosses gaffes, tout cela. Donc ça compte beaucoup. Et aussi la base. La base aussi, bon, bien entendu, quand même, il y a aussi un poids. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir adouber Bazoum Mohamed, qui en tout cas, je dis bien, est quand même le mieux placé, c'est le plus propre aussi, dans ce cas-là, ou alors choisir pour des raisons sociologiques, c'est-à-dire journaliste, maraboutique, islamique, bon, tout ça, vous voyez, c'est au Niger, ça compte aussi. Voilà, donc tout cela a le caractère un peu social ou socialiste, comme dirais-je, social, en tout cas, des personnes qui jouent là-dessus. Donc, c'est vraiment encore ouvert, donc il ne faut pas. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un clash, il n'y a pas de clash, pour l'instant, en tout cas, on ne sent pas, on ne voit pas. Au contraire, il y a une entente cordiale. Voilà, il y a une unanimité, en tout cas, pour le point de vue de leurs accords. Alors, on progresse avec cette révision constitutionnelle, en tout cas de quelques articles de la Constitution et la révision du code électoral qui fait grand bruit depuis plusieurs semaines maintenant. En tout cas, l'Assemblée nationale s'en est finie, puisque presque à l'unanimité des députés de la majorité parlementaire, ces textes ont passé comme lettre. Ces révisions ont passé comme lettre à la poste, à l'absence évidemment de l'opposition parlementaire qui a, dès le début de la procédure, s'est retirée de la procédure de vote au niveau de l'Assemblée nationale. Le Nouveau Républicain, le journal, petite révision constitutionnelle, silence on triture. Révision constitutionnelle, silence on triture. Et puis l'enquêteur, titre, l'enquêteur du 16 juin, adoption du nouveau code électoral, des dérives prévisibles, une bombe à retardement. Des dérives prévisibles, une bombe à retardement. Oui, c'est vrai, plusieurs modifications ont été apportées à certains articles donc, du code électoral, et même au sein de la majorité, il a fallu parlementer, il a fallu discuter entre groupes parlementaires, entre députés, entre QG de partis politiques pour pouvoir arrondir certains angles et pouvoir créer l'unanimité au moment du vote. Donc ça n'a pas été facile malgré tout, même entre alliés au sein de l'Assemblée nationale. Voyons pour appuyer les titres de ces deux journaux, l'élément de Aïdara Abdoulaye, notre camarade de la télévision Bonferré, qui a assisté à l'adoption du code électoral juste avant la clôture, ou la veille de la clôture de la session extraordinaire
de l'Assemblée nationale. La loi organique portant code électoral du Niger est adoptée. C'est à l'unanimité que les 135 députés présents à la plénière du mercredi 14 juin 2017 ont adopté le projet de loi organique portant code électoral à la grande satisfaction du commissaire du gouvernement. Lorsque cette loi sera promulguée et qu'elle sera mise en œuvre, et la CENI, le président de la CENI va faire un appel à candidature pour mettre en place une direction de l'informatique et du fichier électoral biométrique. Cette direction va immédiatement s'atteler au travail de mise au point de ce fichier électoral biométrique. Nous lui donnerons les allocations budgétaires dont elle aura besoin pour commencer ce travail dès le début de l'année 2018. Et certainement qu'au cours de l'année 2018, déjà, l'opérateur qui sera chargé de faire le travail du fichier biométrique va être identifié et un contrat va être signé avec lui. De la sorte, nous serons dans des délais tout à fait commodes pour que, au cours de l'année 2019, au plus tard, nous organisions les élections locales et régionales et qu'en 2021, nous organisions les élections législatives et l'élection présidentielle. Vote auquel n'a pas participé l'opposition parlementaire, ce que déplore Bazoum Mohamed. Selon lui, la présence de cette composante du Parlement pourrait enrichir les débats. C'est dommage, ces questions sur lesquelles les députés viennent de travailler, ce sont des questions où l'opposition aussi avait son mot à dire. Mais ce qui a été retenu comme substance de ces textes, c'est quelque chose qui est préconisé par tous ceux qui nous ont accompagnés dans l'organisation de nos élections. Nous n'avons rien inventé, nous avons repris ce qui existe ailleurs, ce qui se fait ailleurs, ce que nous faisons de bien nous-mêmes. Si l'opposition était là, évidemment qu'elle aurait aussi contribué, il y aurait eu son génie à elle, il y aurait eu leurs amendements à eux. Ça aurait été peut-être encore mieux, mais qu'il ne soit pas là n'enlève en rien quelque qualité que ce soit au travail qui a été accompli par les nombreux députés de la majorité. À en croire les initiateurs, la modification de certains articles du code électoral permettra au Niger de disposer d'une CENI indépendante et d'organiser les futurs scrutins électoraux dans la transparence et dans un délai raisonnable. Alors, docteur, cette fois, c'est avec vous qu'on va commencer. Quelles sont les révisions essentielles, si vous en avez connaissance, les révisions essentielles apportées au code électoral? On sait que la CENI a été restructurée, certains de ses aspects revus. On sait également que le mode de scrutin ou le vote des députés en cas d'élection partielle donc, a été également revu. D'autres propositions qui ont été faites n'ont pas été acceptées. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu des discussions malgré tout entre les députés de la majorité. En tout cas, certains groupes, on parle souvent du groupe des démocrates, n'a pas fait plusieurs contre-propositions pour essayer d'amender les modifications apportées. Certaines n'ont pas passé, malheureusement. Et la proposition sur le retour d'un député qui aura été nommé ministre à l'Assemblée nationale après qu'il ait fini sa mission au gouvernement n'a pas été retenue, etc. Quelles sont les modifications essentielles apportées et quels peuvent être leurs impacts Merci Abdraman. Donc je pense qu'avant de revenir au contenu en tout cas du code électoral qui vient d'être adopté au niveau de l'Assemblée nationale, quand même il est regrettable effectivement qu'on constate que l'opposition parlementaire n'est pas présente au sein de l'hémicycle suite à l'adoption en tout cas de ce texte très important pour la vie de la nation, pour l'avenir, puisque c'est sur la base de ce code électoral que les élections en tout cas vont avoir lieu à l'avenir. Et je pense que comme le ministre d'État l'a dit, moi de mon point de vue c'est à eux de créer les conditions de la présence de l'opposition au sein de l'hémicycle, puisqu'il reconnaît que en tout cas les amendements que l'opposition pourrait apporter allaient enrichir davantage donc le document. Je pense qu'on aurait dû créer les conditions effectivement pour que l'opposition
joue véritablement son rôle de véritable contre-pouvoir, où elle doit avoir un regard critique par rapport à ce qui a été proposé. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, puisque vous le savez, le contexte dans lequel le projet de texte a été adopté déjà au CNDP, où l'opposition et les non-affiliés étaient pratiquement totalement absents. Donc c'est dans la suite logique qu'ils ont boudé malheureusement, mais c'est ce texte qui doit régir les élections à venir. On aurait dû peut-être créer les conditions pour qu'ils participent au débat, en tout cas avec toutes les propositions, en tout cas d'amendements qu'il aurait fait, le document serait enrichi, mais qu'à cela ne tienne. Maintenant, revenant au texte, comme vous l'avez dit, il y avait un certain nombre de propositions, en tout cas phares, qui ont été faites, en tout cas dans le nouveau code électoral, sur notamment le caractère permanent aujourd'hui de la CENI, qui est avec une structure légère de 13 membres. Et l'autre, par rapport à ça, l'élément le plus important, c'est que dorénavant, la CENI permanente du Niger ne sera plus présidée par un magistrat du point de vue légal, tel qu'on l'a dit, puisque avant, vous le savez que le président de la CENI est un magistrat et le premier vice-président, c'est un avocat. Donc aujourd'hui, la course à la présidence de la CENI est ouverte à tout citoyen qui remplit les conditions. Donc, ce n'est pas réservé uniquement aux magistrats et aux avocats, donc la présidence et la vice-présidence de la CENI. Donc, l'autre élément, et je crois que le propos du ministre Bazoum avait commencé par ça, la direction donc, de l'informatique qui sera créée, qui aura en charge de l'élaboration du fichier électoral biométrique, parce que là également, parce qu'au début, dans la première mouture, on a voulu à ce que cette direction soit un peu sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Les amendements ont fait en sorte qu'à partir du moment où c'est une structure rattachée à la CENI, que ça relève de la tutelle du président de la CENI. Donc vous l'avez vu, il dit que dès que le président de la CENI, donc la CENI permanente sera installée, il y aura un appel à candidature pour recruter donc le directeur de l'informatique qui aura pour mission donc maintenant. Et l'autre aspect, vous l'avez rappelé, c'est vrai, peut-être la proposition n'a pas été retenue, le fait que, bon, nous avons trouvé un congru et on l'a relevé ici, le fait qu'un ministre, un député du moins qui est nommé membre du gouvernement, qui part donc servir au niveau du gouvernement à la fin de sa mission, qu'il revienne retrouver son poste. Donc cet amendement n'a pas été retenu. C'est une très bonne chose parce que la cessation de fonction de député, elle est définitive. Donc quand vous quittez, vous ne pouvez pas revenir à ce poste. Donc je pense que ça, c'est une très bonne chose. Par contre, l'autre chose qui a été retenue et qui me pose problème personnellement, c'est le fait que, relativement aux élections partielles, effectivement, comme vous l'avez dit, puisque on a l'impression que les gens ne veulent pas aller à ces élections partielles, puisque bon, les gens pensent que c'est trop coûteux pour un seul siège de député, ainsi de suite. Et il semble que ça a été confirmé, puisque hier, il y a eu un décret qui a été signé, qui a reporté les élections à une date ultérieure. On ne sait pas, bon, je vais revenir un peu là-dessus. Donc, par rapport à ça, effectivement, même si la loi, le code électoral n'est pas encore entré en vigueur. Justement, c'est pour ça que je dis, je vais revenir là-dessus, vous permettez. C'est juste pour dire que, effectivement, à ce niveau, ils ont fait l'amendement pour dire qu'en ce qui concerne les élections partielles, donc on n'est pas obligé d'aller aux élections partielles. S'il s'agit par exemple d'un siège, on doit revenir sur la liste que le parti a proposée au législatif passé, voilà, pour prendre quelqu'un sur la liste. Mais là, ça pose un véritable problème de ce point de vue. Voilà, donc je pense que, c'est pour ça que je dis, c'est ma conviction. Au niveau du contrôle de constitutionnalité, vous savez que c'est une loi organique, elle doit faire l'objet d'un contrôle obligatoire de constitutionnalité. Au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour doit déclarer cette disposition inconstitutionnelle. Surtout que dans cette rédaction, on dit que, ça veut dire que même le rôle de la Cour, c'est comme si cette loi qui détermine les attributions de la Cour, on dit que la Cour doit constater, ça veut dire qu'elle doit tirer les conséquences de cette situation. Juste quand il y a cette situation, la Cour va constater. Or, ce n'est pas une loi organique et une autre loi organique, j'allais dire, qui détermine la compétence de la Cour. C'est d'abord la Constitution et la loi organique relative à la Cour constitutionnelle qui détermine sa compétence. Je pense que cette disposition, normalement, ne devrait pas passer. Donc je pense que voilà un peu pour l'essentiel, en tout cas ce que j'ai lu dans le texte qui pose un problème. Maintenant, par rapport au report des élections, je pense que là, honnêtement, et moi je n'ai pas entendu, mais il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, et je suis d'accord, en tout cas j'ai confiance en lui, où il y a eu un décret qui a reporté les élections partielles de Maradi à une date ultérieure. Mais ça pose un véritable problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui pousse les gens à agir comme ça. Bon, moi ça ne me surprend pas, je l'ai toujours dit. On a toujours posé un acte, après on cherche l'habillage juridique. La question d'élection, ce n'est pas une élection du seul gouvernement. Ça ne ressort pas du gouvernement. De tout temps, quand il s'agit des élections, il y a eu une entente, un consensus qui a été retrouvé au niveau du Conseil national du dialogue politique. Même si
on estime que de l'autre côté, l'opposition ne va pas participer. On aurait dû, ne serait-ce que pour la forme, respecter la pratique en la matière, convoquer le Conseil national de dialogue politique pour dire voilà les raisons pour lesquelles les élections présidentielles et les partielles de Maradi ne devraient pas avoir lieu le 30 juillet, et tel que convoqué par le décret du président de la République, on aurait dû reporter. L'autre aspect, la question d'élection quand même, de législative, ça ressort de la compétence de la Cour constitutionnelle. On aurait dû également demander un avis, ne serait-ce qu'un avis à la Cour, mais on peut même demander à ce que la Cour, lorsque les raisons objectives seraient invoquées, et que la Cour puisse intervenir par arrêt pour autoriser le report. Et ça se fait. Récemment, encore au niveau de la République démocratique du Congo, c'était la Cour constitutionnelle qui l'a fait. En 2001, la Cour constitutionnelle du Gabon avait rendu un arrêt, donc l'arrêt du 10 août 2001, pour que le gouvernement avait demandé le report des élections départementales et communales pour des raisons budgétaires, comme le cas d'espèce aujourd'hui, puisque c'est les raisons budgétaires qu'on invoque. Et la Cour constitutionnelle du Gabon avait même fait forger, même si c'est discutable, puisque les conditions de force majeure n'étant pas réunies, la Cour avait suggéré, en tout cas avait dit qu'il y a un cas de force majeure pour pouvoir reporter les élections. Mais aujourd'hui, on ne peut pas de façon unilatérale reporter vraiment les élections partielles parce qu'on estime que ce côté, on n'a pas les moyens de le faire. Je pense que c'est extrêmement grave. Mais on l'a déjà fait pour les élections locales. Non, pour les élections locales, c'est pas la même chose. Oui. Parce que pour les élections locales, c'est, comment on appelle, le Code général des collectivités territoriales qu'on a modifié, puisque normalement, les élections devraient avoir lieu à la fin, c'est un mandat de 5 ans. Et on a dit que, à titre exceptionnel, c'est-à-dire que, non, c'est-à-dire que lorsque les conditions ne sont pas réunies, on peut reporter de 6 mois. Et maintenant, c'est ça qu'on est en train de reporter de 6 mois. Vous vous rappelez, le Code électoral, le Code général des collectivités territoriales a été modifié. Maintenant, c'est de report de 6 mois. Si même ça, ce n'était pas normal, on devrait respecter la périodicité, le mandat des élections. Mais mieux quand on le fait pour les élections législatives, même s'il s'agit d'un siège à pourvoir, je pense qu'effectivement, il ne relève pas de la seule compétence du pouvoir exécutif du gouvernement de se retirer et prendre un décret pour reporter les élections. Cela est extrêmement grave, c'est un véritable recul du point de vue démocratique. Donc je pense que, en tout cas, certainement que la classe politique, une partie, va réagir par rapport à ces reports inattendus et de façon... C'est vraiment un fait du prince à la limite. Tout à fait. Alors, dernière question avant de continuer. Par rapport à ce que vous en savez, le code électoral ancien et ces nouvelles modifications qu'on a apportées dans le cadre de ce nouveau code électoral, est-ce que c'est une avancée ou un recul ou bien on est stagné? Non, moi, c'est vraiment une avancée en beaucoup de ces dispositions, notamment la permanence de la CENI, parce que moi, j'ai eu la chance d'être à la CENI. J'ai vu comment les représentants des partis politiques, à un certain moment, prennent en otage le fonctionnement vraiment de la CENI, où, en tant que membre de la CENI, même si on représente les partis politiques, les gens pensent qu'ils sont là uniquement pour défendre les intérêts de leur parti politique que plutôt de travailler dans le cadre, en tout cas au sein de la CENI, en tant que membre de la CENI, pour la réussite des opérations électorales. Je pense que le fait qu'aujourd'hui la CENI est ramenée à une structure très légère et qui est trop technique, parce que là, je pense qu'ils ont mis un certain nombre de critères de compétences, mais de je neutralité. pense que de ce point de vue, la critique qu'on fait, c'est que ces membres sont presque tous relèvent de l'exécutif ou sont nommés par l'exécutif. Non. C'est-à-dire que je pense qu'un seul, le représentant du ministère de l'Intérieur, c'est comme on l'a dit, le président, le vice-président, c'est un appel à candidature où tout le monde peut déposer sa candidature. Maintenant, ça va passer cette fois-ci au niveau du CNDP, puisque c'est après consultation des partis politiques. Donc, ils vont sélectionner. Et les groupes de partis ont représentant. Voilà, ils ont 3-3. Donc, je pense que, bon, ça, c'est comme si c'est des militants des partis politiques qu'on détache auprès de la CENI pour travailler. Donc, ce n'est plus, ils vont oublier leur appartenance politique et se consacrer à la structure technique pour laquelle ils ont été... les décisions de la CENI ne se prendront plus par vote en plénière, comme c'est le cas. Non, ça, c'est le règlement intérieur qui le détermine. C'est toujours comme ça. C'est un nouveau règlement intérieur. Voilà, c'est un nouveau règlement intérieur qui va déterminer le mode de prise de décision. Le mode de prise de décision qui était sur la base du vote en plénière jusqu'ici, à défaut d'un consensus sur les questions qui sont mises en débat au niveau de la plénière de la CENI. Alors, docteur Souley Agi, révision constitutionnelle, silence en culture, comme le dit le Nouveau Républicain, ou des dérives prévisibles, une bombe à retardement, comme l'annonce le journal L'Enquêteur. En tout cas, la révision du code électoral fait débat, et le débat n'est certainement pas fini. L'opposition et les politiques et les non-affiliés vont certainement revenir là-dessus. Ils n'ont pas participé au processus.
Bien sûr, c'est ça qui est quand même dommageable. Parce que quand même, en démocratie, il faut quand même le consensus. Consensus sur les règles de la lutte politique. Comment on va pouvoir briller, comment on va pouvoir être candidat, comment on va pouvoir postuler à ceci ou cela, tout cela n'a pas été discuté. Donc, on demande consensuel. C'est ça. Donc, ça, c'est une limite très grave parce que demain, bien entendu, il va avoir une instabilité, un contentieux sur beaucoup de choses. Donc, ça, c'est déjà vraiment une épine dans le pied de la CENI. Et au CENI, est-ce que c'est une CENI ou bien c'est un cabinet électoral? Est-ce que c'est pas un cabinet? Voilà, même un cabinet. À cause du nom? Parce que le caractère étatique ou public ne paraît pas. Il faut candidater, il faut cela, il y a un jury qui va sélectionner. Bon, c'est une affaire, c'est une sorte d'appel d'offres qu'on fait. C'est un cabinet, pas qu'on met en place. Mais ailleurs, non, c'est pas comme ça. C'est l'État lui-même. Parce qu'on n'a pas vu les limites de la CENI actuelle. C'est-à-dire que s'il y a une limite des problèmes, il faut améliorer, trouver les failles. C'est-à-dire qu'une élection doit être gérée par ceux docteur qui parlait tout à l'heure des représentants des partis politiques. Or, on a un pléthore de partis. La CENI se retrouve avec 90-95 membres, parfois plus. Pourquoi pas? On est quand même 15 millions de c'est-à-dire qu'il y a une ouverture, docteur. Il y a une ouverture au-delà des 13 membres. La CENI peut faire appel à toute personne compétente, en tout cas, et pour l'aider à travailler. On a opté pour le multipartisme. Même si y en a 100, c'est nous qui l'avons choisi, qui l'avons décidé. Ça veut dire que le multipartisme, il y aura deux partis politiques. Et comme quand on est déjà à la base décidé qu'il y en a 100 partis, bon, on y va. Mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est lourd en réalité pour travailler. Non, mais sa conséquence, sinon, il faut limiter le nombre de partis. À 2 ou à 10. Bon, ça, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Comme c'est pas le cas, il faut donc être logique avec soi-même pour accepter à ce que notre parti politique, en tout cas, même pas fort, soit aussi dans la CENI, en tant que pouvoir. Ils sont aussi là, comme citoyens. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont militants de ce parti politique, même s'ils sont 5 ou 6, en tous les cas. Donc, c'est déjà montrer une limite que vraiment, il n'y a pas consensus sur les règles cardinales qui dirigent la lutte politique, la démocratie. Et donc, ça montre aussi, quelque part, que les pouvoirs exécutifs a tout loisir pour pouvoir sélectionner ou choisir même, n'est-ce pas, les individus qui vont pouvoir régenter, gérer cette structure-là. Parce que quand on prend tous ces gens-là, ils vont aller où? Ils vont aller au ministère de l'Intérieur, ils vont aller à la primature, c'est le secrétaire qui vont sélectionner. Bon, c'est un CNDP. Ça doit passer au CNDP. Non, pas tous, c'est quand même. Pas tous, non, les candidatures. Non, les candidatures passent pas. Oui, je parle des candidatures. Les candidatures à la présidence et à la vice-présidence. Quelques cas vont aller au CNDP. Mais il y a des cadres, il y a des problèmes techniques. Il y a des postes techniques autres là qui vont être forcément l'objet de discussions ou de débats ou de choix donc des ministères ou des ministères. Donc, je pense que c'est important à ce niveau-là. Et surtout aussi, on ne voit pas la place, la place que peut avoir la société civile. La société civile, quand même, c'est important dans ce pays-là. C'est elle qui est. Non, elle n'est pas aussi représentée. Elle n'est pas aussi forte que ça. C'est pas ça. C'est pas qu'il y a 2 ou 3. C'est vraiment. Combien il y en a? Actuellement, c'est bon. Je dis qu'il faut qu'elle soit la plus forte possible. C'est elle qui est vraiment arbitraire. Pas l'arbitraire, l'arbitre quelque part. C'est elle qui doit vraiment être avec les médias, les associations, les syndicats, tout ça, voilà. Qui ne concourent pas aux élections. Voilà, ils ont une position beaucoup plus. Voilà, c'est eux qui doivent être les plus nombreux. Non, parce que voilà, peut-être que s'ils sont liés, mais en tout cas plus nombreux. Bon, là, ce n'est pas le cas. Là, c'est une structure ad hoc, qu'on dirait, voilà, on dit qui est permanente. Permanente, c'est quoi? Est-ce que les bonhommes qui vont venir siéger là ne sont pas quelque part aussi militants, pas de politique? Or, on sait que dans le cas des choix des magistrats. Magistrats, on sait qu'ils sont apolitiques comme on dit. C'est le syndicat des magistrats. Voilà, ils sont politiques. Voilà, ça c'est clair. C'est leur métier. C'est la justice. Voilà, bien sûr, des élections. Au sein. Bien sûr. Donc, seulement, la justice, c'est l'État. Et ce sont des magistrats qui ne sont pas affiliés à X, Y, donc, les gens aussi ont confiance en eux. Le peuple nigérien a confiance à la justice nigérienne. Ils n'ont pas un cabinet électoral. En tout cas, des gens qu'on va pouvoir sélectionner. Tout ça sont des limites. Donc, qui tôt ou tard, va amener le problème. Tout à fait. Alors, c'est une question de aussi. Oui, les modifications apportées au code électoral vont sérieusement impacter le fonctionnement et la structuration de la CENI, la commission électorale. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Parce que le processus, rien du tout. Rien. Les gens n'ont pas voulu s'adapter. Les gens ont voulu adapter les textes à leur vision des choses. C'est avec les mêmes textes qu'on a fait les élections de 2011, c'est avec ça qu'on a fait les élections de 2016. Aujourd'hui,
on vient, on dit non, il y a des insuffisances, ceci, cela, et que ça a été constaté par des gens qui sont venus de dehors. Ces gens qui sont venus de dehors, même chez eux, il n'y a pas de problème au niveau des textes. Et la CENI aussi. Oui, non, d'accord, oui, bien sûr, la CENI, après le coup, quand il a fait les élections bâclées, c'est après le coup. Parce qu'il y avait des choses qui avaient été violées, comme le vote par témoignage, tout ça, ça a été violé en amont et tout, pour pouvoir faire voter les gens. Ouais. Aujourd'hui, on vient, on dit, on va modifier. Et même quand on vient modifier, quand même dans une démocratie, un consensus, c'est minimum. C'est pas parce que vous êtes majoritaire que vous allez venir imposer la dictature de la majorité. Du point de vue des textes, normalement, il faut trouver le consensus entre toute la classe politique. Ce qui s'est passé depuis le CNDP jusqu'au niveau de l'Assemblée, moi je considère que c'est du forcing, c'est tout. Ils ont une majorité, ils ont décidé que les Nigériens, les autres Nigériens ne comptent pas, qu'ils soient là ou pas, alors que même les citoyens, normalement, la Constitution m'engage, les autres textes m'engagent. Pourquoi quelques politiciens peuvent penser parce qu'ils ont une majorité qu'ils peuvent imposer aux autres? C'est ça qui a faussé le jeu et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, personne, en tout cas très peu de gens croient en ce qu'ils viennent de faire là. Parce qu'il n'y a pas de consensus en amont au niveau du CNDP. Tout à l'heure, par exemple, par rapport à la désignation au choix, on dit c'est le CNDP. Et le CNDP qui va chéger? Le CNDP qui n'ont jamais voulu aujourd'hui, ils n'en veulent même plus. Je me rappelle, ça ne fait pas longtemps. Parce qu'on dit, dans tous les cas, c'est eux que ça arrange le CNDP, les réunions du CNDP. Mais le CNDP, l'esprit du CNDP, ce n'est pas une affaire de majorité, c'est une affaire de consensus par rapport au texte. Ça a été mis en place au moment où ils étaient dans l'opposition. Voilà, ils étaient dans l'opposition et à ce moment, ils parvenaient à passer. Mais pourquoi aujourd'hui, ils veulent imposer parce qu'ils considèrent qu'ils ont une majorité écrasante à l'Assemblée? Mais quand on va convoquer, on va dire, bon, on ouvre le machin, l'appel à candidature. Mais quand les gens de l'opposition, on ne va pas faire appel à eux, parce que c'est sûr, on ne va pas faire appel à eux. Après avoir fait tout le processus sans chercher à les associer, ce n'est pas évident. Il n'y a pas que l'opposition, il y a aussi les non-affiliés, qui sont des partis politiques. Parce que quand on regarde cette majorité, même il y a combien de partis qui ne représentent pas grand-chose, qui sont là, mais ils disent toujours nous avons la majorité, nous avons tel nombre de partis. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Si on veut une démocratie apaisée, où les gens vont être d'accord avec les actes qui vont être posés, moi j'ai dit il faut chercher à associer quand c'est des questions de texte. C'est pas une question. Ce qui s'est passé, c'est la dictature de la majorité. Tout simplement. Ils ont décidé de modifier. À la clôture de l'Assemblée, le président a dit aux députés, vous pouvez encore trouver tout ce qui peut faire machin. Il y a quelques actifs seulement, vous ne pouvez pas toucher. Mais partout où c'est touchable, il faut toucher. Bon, d'ici les élections, on va voir ce que la Constitution va être, parce qu'aujourd'hui, la Constitution, c'est pas ce que la Constitution nigérienne que les Nigériens ont adopté par référendum en 2010. Ce n'est plus cette Constitution-là qu'on a. Et on a encore 3 ans devant nous. 3 ans, il y aura chaque année, il y a au moins... Et en attendant donc, que ce texte soit promulgué, même après, c'est le travail quand même de vulgarisation par les médias et par la société civile pour que le maximum de Nigériens sachent quelles sont les modifications. Non, je pense que sûrement que... Puisque cela reste encore un peu flou. Donc, je pense que comme lorsque la loi va revenir au niveau du contrôle de constitutionnalité, donc sûrement ça sera promulgué, les gens vont avoir accès en tout cas au contenu. Je pense que je voulais un peu rappeler un aspect par rapport à la permanence. Très rapidement. Voilà, donc justement les membres de le mandat donc, des membres de la CENI est de 6 ans renouvelable une fois. Donc ils vont faire 12 ans et je pense que c'est une garantie quand même un peu d'indépendance, même si les critères, on peut un peu peut-être faire violence sur les critères, en tout cas objectifs qui ont été arrêtés par rapport au poste, en tout cas aux membres de la CENI, surtout des postes de président et de vice-président, donc de ce point de vue. Et l'autre chose que je voulais rappeler, au-delà des 13 membres permanents, donc à l'approche des élections, les partis politiques légalement reconnus vont envoyer leurs représentants qui vont désigner et pour la nécessité des élections. Donc je pense qu'on n'a pas voulu peut-être la formule que les membres donc de la CENI soient pléthoriques pour faire le travail, mais juste aussitôt après les élections, quand ils vont représenter leur parti et puis eux vont partir et la CENI permanente va continuer. Donc voilà un peu les précisions que je voulais apporter. D'accord, le débat continue certainement sur cette révision du code électoral. Au niveau politique, mais aussi au sein de la société civile, dans les journaux, dans les salons, partout. Ça va continuer jusqu'à la promulgation de ce code électoral et on verra qu'est-ce que va penser déjà de certaines révisions apportées à ce code électoral. La Cour constitutionnelle, devant laquelle donc, ce texte va aller pour le contrôle obligatoire de constitutionnalité, puisqu'il s'agit d'une loi organique. Alors, affaire Africard,
Le canard en furie, titre vente aux enchères, la résidence du Niger à New York sur le marché le 27 juin 2017. La résidence du Niger à New York sur le marché le 27 juin 2017 nous annonce le canard en furie dans le cadre de ce litige qui oppose Africa et l'État du Niger. Le Courrier, le journal titre interview exclusive de M. Dani Chakou, PDG d'Africa Limited. Interview exclusive de M. Dani Chakou, PDG, président directeur général d'Africa Limited, cette fameuse société avec laquelle l'État du Niger est en litige depuis 2011. Et donc son PDG s'est finalement exprimé sur ce qu'il en est de ce dossier. Alors, Ousenissa, c'est vrai que M. Chakour, le Niger, n'est-ce pas, que le PDG d'Africa, dans l'interview exclusive qu'il a accordée à notre confrère, le Courrier fait beaucoup d'annonces, beaucoup de révélations par rapport au déroulement de cette affaire et peut-être même à son issue éventuelle. Vous en dites quoi? Oh, mais je n'ai pas lu encore l'entretien, en tout cas je ne l'ai pas lu, mais je dis quand même ça apporte davantage d'éclairage par rapport à tout ce qu'on a entendu. Parce que c'est le concerné en personne qui a décidé de se répandre dans le média qui a commencé à apporter l'information. Et c'est un éclairage important pour les Nigériens, en tout cas tous ceux-là qui se sont mis à vouloir considérer que ceux qui en parlent là, c'est des apatrides à la limite. Aujourd'hui, les preuves sont là. Et de l'autre côté, ce qui est choquant, c'est que les actes, les gens qui ont pu poser les actes ou qui ont laissé faire jusqu'à ce que des gens viennent, en tout cas, à mettre la main, sur des biens appartenant au Niger. Ils sont toujours dans le circuit, ils sont là. Parce que quand je vois un peu tous ces procès, je me dis combien ça coûte à l'État, tout cet argent-là, les avocats qui sont recrutés, alors qu'on pouvait créer les conditions de le départ pour que le monsieur n'ait pas le dessus sur l'État du Niger. Les gens ont négligé et les gens sont restés impunis. Ils sont là, ils n'ont pas été touchés. Et c'est que le monsieur a dit, parce que semble-t-il, il y a la résidence de New York qui va être mise en vente d'ici le 27 juin. Il y a un journal local qui dit non, ça a été machin. Mais je veux dire une chose, c'est que il faut que les gens soient conscients d'une chose, hein, c'est que ça ne fonctionne pas dans nos pays comme ailleurs, où les gens peuvent penser qu'ailleurs on peut demander un repos ou des choses comme ça. Il y a des limites, il y a des cas, dans un cas dans lequel ça se passe. Et si le monsieur a décidé de s'exprimer dans le journal, dans un journal de la place ou du moins sur le journal, c'est que parce que tout simplement il a voulu dire aux Nigériens voilà ce qui s'est passé. Et que apparemment il a beaucoup d'informations parce qu'il a fourni beaucoup d'informations, même des domiciles privés détenus par des dignitaires du régime. Ça veut dire qu'ils ont fait un travail de fouille. Un travail de fouille minutieux pour savoir exactement, y compris les dignitaires, et ça donne un peu de... Et il a dit, je cite, si vous permettez, Ousseini, M. Chakour dit, nous saurons comment utiliser les informations à notre possession pour montrer aux Nigériens la corruption et la fraude de certains sur les dossiers du Mont Greboun, des biens immobiliers à l'extérieur au nom de tierces personnes, appartements aux États-Unis au nom de membres des familles clés au pouvoir, des appartements en France au nom de la fille d'une personne clé dans les coulisses de cette affaire. Il ajoute le peuple nigérien a affaire à des dirigeants qui eux-mêmes ne s'intéressent pas au bien de l'État. Mais en tout cas, ce qui vient de dire, en tout cas, ce que vous venez de dire, ça atteste tout simplement de ce que les gens ont toujours dit, à travers un peu de quelques éléments dont ils sont entrés en possession, que la gestion est catastrophique. Les gens sont venus s'enrichir au lieu de travailler pour l'État. Et malheureusement, non contents de se faire plein les poches, malheureusement, ils sont en train de compromettre même à travers leur comportement des biens qu'ils n'ont pas achetés, que d'autres gouvernants ont acheté avant eux. Tous ces machins, ces maisons qui sont menacées de saisie en France et au CD, c'est d'autres régimes qui ont acheté ces maisons-là. C'est quand même une honte. Et quand ça s'est posé par des gens, pendant longtemps, ils ont fait comprendre que c'est la corruption, c'est l'impunité qui ont fait que le Niger est en retard. Et qui viennent en l'espace de quelques années, 6 ans, tout au plus, ils deviennent des machins, ils sont capables d'aller acheter des maisons en France, aux États-Unis. Quand même, ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup d'argent en 6 ans. Mais ils ont eu l'argent où? En quoi faisant? En quoi faisant?
en gérant l'État. Ça veut dire en plongeant les mains dans les caisses de l'État, tout simplement. Alors, docteur vous, par contre, vous avez jeté quand même un coup d'œil. Oui, moi j'ai lu tout l'entretien de Dani Chakour. Effectivement, vous avez, ce qui m'a retenu mon attention, c'était le résumé, effectivement. Parce que lui-même, il relève qu'en réalité, les dirigeants ne sont pas des nationalistes, ne sont pas des patriotes. Puisqu'ils ne se soucient pas, justement, en tout cas de... Parce que pour lui, même l'argent qui a été saisi, les immeubles, les appartements et tout, n'ont jamais fait réagir. Voilà, donc il pense que, parce qu'il y avait tout à fait, voilà, il y avait une indifférence totale par rapport à ça, c'est-à-dire que on n'est pas des vrais nationalistes, ils ne sont pas des vrais patriotes, alors que bon, ceux qui dénoncent en tout cas la négligence fautive, c'est ça qu'on pense qu'ils ne sont pas des patriotes, des apatrides. Bon, voilà lui-même Dani Chakour, au regard de la négligence, du mépris, en tout cas que les autorités, en tout cas certaines peut-être ont affiché, et lorsque les biens immobiliers et les avoirs donc, du Niger auprès d'Areva ont été saisis, les gens n'ont pas réagi comme vous l'avez dit. Il a fallu en tout cas l'immobilisation du Mont Greboum pour qu'on puisse, là le président de la République certainement, puisqu'il est directement intéressé, puisque sans Mont Greboum il ne peut pas se déplacer. C'est là où il y a eu des instructions fermes pour aller négocier avec Dani Chakour, je crois verser 1 milliard et quelques. Pour c'est visible, pour qu'il ait la main levée et pour que le Mont Greboum soit retrouvé. Mais pour les autres, là, biens immobiliers et autres, donc on a laissé tomber. Et donc il a fallu la révélation du canard du courrier pour que les gens sachent ce qui s'est véritablement passé. Et il vous souviendra qu'au moment de l'achat de Mont Greboum, au niveau de l'inscription budgétaire, au niveau de l'Assemblée nationale, où dans un premier temps, je crois, on avait inscrit 20 milliards et après on est venu sur 10 milliards sur le compte, je crois, du ministère de la où il y a eu beaucoup de choses. Le hangar, pour un truc de 7 milliards, tout ça là, mais ça, déjà, les Nigériens savent qu'il y a une mafia vraiment autour de l'achat du Mont Greboum. Et voilà qu'il revient là-dessus pour dire qu'il se réserve le droit de revenir par la suite pour révéler les corruptions qu'il y a autour de l'achat de l'avion présidentiel Mont Greboum, l'achat des appartements privés, donc des dignitaires du régime aux États-Unis, et en France, et ainsi de suite. Donc je pense que Dani Chakour a mené vraiment des investigations par rapport en tout cas aux biens immobiliers de l'État du Niger et des dignitaires à l'étranger, et c'était après quoi il a décidé d'opérer la saisie donc sur un certain nombre d'appartements, notamment celui de New York et de France. Alors, mais selon vous, est-ce qu'il faut accorder du crédit à ce que ce monsieur dit? Non, moi je pense qu'on on est obligé, puisque c'est l'intéressé, c'est le PDG de la société, c'est lui qui a mené des investigations pour savoir. Moi personnellement, je ne savais même pas que l'État du Niger a un appartement à New York. Il a fallu qu'il opère la saisie pour qu'on sache qu'on a un appartement que Kounché a acheté dans les années 70, à la fin des années 70, en 1960. Moi, je ne savais pas. Mais pourtant, bon, j'ai entendu parler de la résidence de Saint-Cloud, ainsi de suite, tout ça là. Et après, bon, il révèle qu'au-delà des biens de l'État, comme je l'ai dit, il est même au courant des biens privés des dignitaires du régime. Donc, on est obligé de croire à ça parce qu'au moins, on a su qu'aujourd'hui, la résidence de New York fait l'objet d'une saisie et les avoirs de Niger au niveau de Areva. Donc on est obligé d'accorder des crédits à ce que le monsieur lui dit, puisque c'est le PDG de la société qui est en litige avec l'État du Niger. Et l'autre chose, et ce que j'ai retenu de son entretien, c'est sa disponibilité à vraiment à s'entendre, en tout cas à négocier avec l'État du Niger, même s'il a donné un délai, une date butoir, donc un ultimatum jusqu'au 30 juin. Donc je pense que si réellement ces gens-là, ils ont encore la fibre patriotique, je pense que c'est d'aller négocier avec sans pour autant compromettre. Ça ne sonne pas comme une menace? Bon, pas une menace, peut-être. Il veut, oui, il y a aussi ce que j'ai dit, sans compromettre nos États, parce qu'il ne faut pas aussi qu'ils profitent de cette situation de faiblesse, en tout cas dans la situation dans laquelle le Niger se trouve, que pour aussi qu'il nous fasse des trucs. Mais s'il vraiment il est disposé à négocier, moi je pense que ce n'est pas mauvais de prendre langue avec lui pour voir dans quelle mesure on peut trouver un consensus, lui verser un peu les dommages et intérêts par rapport à effectivement à son manque à gagner, ou bien par rapport aux investissements qu'il aura fait dans le cadre de l'acquisition des matériels qui devraient servir à la confection des passeports biométriques et autres. Moi je pense que c'est ça qui est important. Je pense que autant faire le pas si vraiment il est de bonne foi, et puis on verra bien. Mais là je pense que, et comme on le dit, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Alors docteur Soulaji,
votre réaction par rapport à cette interview. C'est quand même certaines annonces sont même des révélations que M. Dani Chakou, le PDG de Africa, qui ne s'est pas exprimé jusqu'ici, sur cette affaire qui dure quand même depuis 4 ou 5 ans. Et c'est la première fois qu'il le fait dans un journal nigérien. Non, je n'ai pas non plus lu l'interview comme Ousseini, ça va. J'ai juste quelques questions là-dessus. Mais bon, déjà, le fait même qu'il le fasse, ça montre en fait, une certaine volonté de vouloir régler l'affaire à l'amiable. C'est-à-dire, c'est une sorte de chantage qu'a fait l'autorité. Bon, voilà. Si vous ne faites pas de choses, ici, là, donc risque d'avoir d'autres problèmes, même pour vous-même. Parce que je connais tous vos secrets. En tout cas, toi, à Paris, tout ça. Donc, en tout cas, c'est ça qu'il dit. Excusez-moi, je ne veux pas, il dit, c'est ça qu'il dit, c'est vraiment, ça s'apparente à du chantage. Il dit, bon, en dehors des appartements qui appartiendraient à une fille d'un des barons de pouvoir, je dis des dépenses royales de Savannah, de Adenauvour, Maini, de 5000 tonnes de riz volées à Cotonou, des paiements clandestins contre des décisions politiques, de la fermeture particulière de deux établissements scolaires religieux rattachés à la Turquie, il s'agit des établissements Bédir. Il dit des paiements non mentionnés encore dans l'affaire Walgate, cette fameuse affaire avec Salif Diallo. Tous ces dossiers et encore d'autres feront désormais partie de ce bras de fer et surtout lors de Samira Hill. Et là, les plus hautes instances du pouvoir savent de quoi je parle. Donc, c'est vraiment tous ces dossiers risquent de revenir à la surface. Voilà, justement, faire partie de ce bras de fer. Si jamais son affaire n'est pas réglée. C'est à peu près ce qu'il dit. C'est vraiment du chantage. C'est un chantage, une menace, M. Monta. Donc, si vous ne faites rien, donc les journaux nationaux en particulier auront avec moi plusieurs dossiers, plusieurs facsimiles, comme on dit. Les peuples seront informés des indicateurs, preuve à l'appui et tout. Donc, vous avez intérêt vraiment à ce que moi je sois dans le droit. Sinon, ce sera pire pour vous et puis vous allez payer les choses lourdement à Paris. Donc, ça, c'est comme ça, il faut voir les choses. Et ça montre aussi quelque part qu'il n'est pas seul, qu'il a aussi des gens ici à Niamey, au Niger, qui le forment. Des gens aussi, voilà, à Paris, des gens à New York. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est assez formé sur les va-et-vient, sur beaucoup de choses qui concernent la gouvernance, en tout cas, des princes qui gouvernent au Niger. Donc, il connaît beaucoup de choses. Donc, des avocats, des choses là. Et troisièmement, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a même des gens au sommet qui sont quelque part au service de ce monsieur-là, qui ont été parfois stipendiés, donc payés, qui ont été rémunérés par ce monsieur-là. Donc, des gars bien placés, et qui donc aujourd'hui. Au moins un avocat nigérien. Lui-même, il a personnellement parlé de deux proches du pouvoir qui sont vraiment. Qui sont dans les plus de l'État, qui sont allés l'État, en France. Voilà. Tout ça, donc, donc ça montre bien que. Pour négocier les commissions. Voilà, donc ça montre bien. Le règlement à l'amiable. Voilà, l'amiable. Donc vous voyez bien que vraiment, on a affaire vraiment à quelqu'un qui a toutes ces informations-là et qui, je pense que si rien n'est fait, risque de créer une bombe au Niger. Et ces gens-là vont être devant le juge. Donc il faut donc que dès maintenant. Donc, une bombe au Niger et peut-être même à l'extérieur, parce que certains mouvements de fond. Et certaines opérations ne sont pas quand même. Il faut donc que le paquet financier, dès maintenant, se saisisse cette affaire. Le financier du Niger, n'est-ce pas, se saisisse du Niger pour déjà avoir formation, pour avoir peut-être même toucher les messieurs, pourquoi pas, M. Chakour, parce que c'est quand même grave. C'est quand même l'État du Niger qui a été spolié, l'État du Niger qu'on a dépouillé. C'est lui que, voilà, donc je pense que c'est grave, c'est pas une affaire entre lui et ces messieurs-là, c'est son bien, acheté depuis les années 70 parfois. Aujourd'hui, on voit que ces gens ne veulent pas construire, mais ils veulent plutôt détruire. Voilà, parfois, c'est réparé. Malheureusement, la ligne de défense qu'ils ont. Et parallèlement, on nous dit que les contractuels n'ont pas leur salaire, pas leur allocation. Maintenant, on sait où va l'argent. Voilà, vous voyez, donc c'est tout ça qui est grave, c'est lié. Tout l'argent du pétrole de 2011, c'est ça. Alors, rapidement, l'argent du pétrole, justement, on en parle 3-4 minutes. Ousseini est rapidement. Il s'agit de l'affaire, cette fameuse affaire de prêt Exim Bank, révélée en 2014, je le disais en début d'émission, par l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Hamamadou, qui disait avoir eu connaissance par le document du vice-président de cette banque du prêt de 2 milliards de dollars, soit 1000 milliards de francs CFA. Et une chose qui a été démentie ici par les autorités à l'époque, qui parlait plutôt d'1 milliard de dollars correspondant à 500 milliards de francs CFA. Alors, la semaine passée, le Premier ministre, cette semaine, en début de semaine en tout cas, le Premier ministre est revenu sur
Et selon certains journaux, c'est un lapsus qu'il a fait en lâchant le chiffre de 1000 milliards de francs CFA, donc 2 milliards de dollars à propos de ces prêts Exim Bank. En tout cas, l'enquêteur du 12 juin a titré à ce propos « Prêt État du Niger Exim Bank, Chine, le lapsus révélateur de Brigitte Raffini ». Le lapsus révélateur de Brigitte Raffini. Et puis le courrier, le journal Le Courrier titre les graves révélations du service de communication de Brigitte Raffini. Oui, parce que après la réaction de certains journaux, les services de communication, les services du département de communication de la primature ont réagi à travers un droit de réponse publié dans le journal L'Enquêteur que nous verrons tout à l'heure. Et puis l'enquêteur, toujours le fameux prêt Exim Bank Chine, pourquoi la Renaissance n'en veut plus? Le fameux prêt Exim Bank Chine, pourquoi la Renaissance n'en veut plus? Alors, suivant ce lapsus donc, du Premier ministre Brigitte Raffini, on s'en souvient, qui démentait en 2014 devant la représentation nationale l'existence de ce prêt. Il parlait plutôt de 500 milliards de francs CFA au lieu d'1 milliard. Et puis, 2 ans ou 3 ans après, à l'occasion de la visite d'une délégation de haut niveau chinoise, parle de 2 milliards de dollars. Je propose de suivre. Moi, je recommande vraiment à notre endroit, à tous, d'abandonner cette polémique. Les prêts avec Exim Bank, je le confirme, celui que nous avons signé actuellement, il est de 500 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars sur 25 ans, dont 8 ans de différé. Votre visite au Niger montre encore une fois que la Chine et le Niger sont fermement attachés à la solidarité, à la coopération gagnant-gagnant. C'est donc cette union qui a permis à la coopération entre le Niger et la Chine de réaliser d'importantes infrastructures. Nous nous félicitons également du financement par votre prestigieuse Exim Bank Chine de notre grand projet tels que le projet pétrolier avec CNPC, avec un montant de plus de 2 milliards de dollars. Excusez-moi pour compléter, donc je disais le droit de réponse des services du Premier ministre disent que oui, ils reconnaissent que le Premier ministre a parlé de 2 milliards de dollars dans son intervention, mais qu'il ne s'agissait pas du milliard de dollars contracté dans le cadre de ce prêt, qui reste toujours 1 milliard de dollars, donc 500 milliards de francs CFA, et que ce prêt de 1 milliard de dollars fait même l'objet d'annulation à la demande de l'État du Niger, donc depuis le 9 décembre 2016, et l'État du Niger a saisi par conséquent les autorités chinoises pour faire annuler ce prêt. Donc si on comprend bien, pour résumer, on se retrouve en face de 2 conventions, une de 2 milliards que le Premier ministre vient de dire dans le cadre du projet pétrolier, et une autre de 1 milliard qui a fait polémique il y a 2 ans. Or jusqu'ici, on nous a toujours parlé d'un seul prêt de 1 milliard et pas 2 prêts de 1 milliard et de 2 milliards. Oh, vous savez, ils sont tellement, comment dirais-je, je ne sais pas comment dire ça, mais ils aiment tellement les chiffres qu'ils s'empêtrent les pieds. Parce que tout simplement, ils peuvent sortir aujourd'hui, vous dire c'est tel machin. Quand on trouve l'information de l'autre côté, ils vont sortir dire non, c'est pas ça. On a vu dans l'affaire des transferts de l'argent de l'uranium. On a vu comment ça a changé du jour au lendemain. C'est la même chose. 800 millions de francs CFA, voilà. à 800 000 $. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que souvent, ils oublient qu'ils ont déjà dit un montant ou ils ont contesté un montant. Et un jour, ils vont sortir dire ah, voilà le montant exact. Parce que simplement, et c'est ça fait qu'aujourd'hui, personne, en tout cas, nos deux qui sont dans le circuit, personne ne sait exactement le niveau d'endettement de ce pays-là. Comment les choses vont se passer par la suite. Parce que tout simplement, il y a tellement d'opacité dans la gestion de l'État. On ne sait pas si c'est à crédit que c'est en train d'être fait, si c'est gratuitement qu'il y a les infrastructures. C'est après, on dit, ah, c'est sur la base de prix ou ceci, cela. Mais en amont, on dit simplement que c'est sur de fonds propres. Quand on engage mais il y a beaucoup, le pays a été beaucoup endetté. L'affaire
dont on vient de parler tout à l'heure, et comment ça s'appelle Africa, ça donne tout simplement de l'état d'esprit qui les anime. Tant qu'ils font les choses dans l'opacité, il ne faut pas que les gens cherchent. Mais le jour que ça va éclater, parce que s'il n'y avait pas la presse pour nous dire que nos biens étaient en danger en France, aux États-Unis, on allait rester comme ça. Mais quand il s'est agi, il l'a dit, on a saisi l'avion présidentiel. Là, ça pose problème, c'est à l'extérieur du pays. Il faut bien que le président rentre. Voilà, on a trouvé rapidement un mécanisme. Mais les biens là allaient disparaître comme ça. Comme ça, tous ces biens là allaient disparaître sans que les gens ne soient au courant. Un beau jour, les gens vont découvrir seulement que les villas ou les résidences en France, aux États-Unis, tout ça, ça a disparu, ça n'existe plus. Voilà un peu le côté, vraiment, je trouve un peu le côté révoltant, choquant de leur façon de gérer l'État. On ne gère pas l'État comme ça. Vous êtes venu par la voie démocratique, c'est la transparence qui doit prévaloir. Pas gérer en fonction de vos intérêts. Et c'est ça qui se passe malheureusement. Pendant qu'à l'interne, on fait comprendre aux travailleurs qu'il n'y a pas d'argent. Et on apprend que des gens sont capables de s'acheter des maisons en France et aux États-Unis. À coup de milliards. À coup de milliards, pendant qu'on n'arrive pas à payer des contracteurs, on n'arrive pas à payer. On n'arrive pas à payer, comment dire, les médecins spécialistes, pendant combien d'années ils sont en train d'observer des grèves pour juste qu'on augmente un peu en fonction en fonction en cas de la nature. 17 millions de francs CFA par mois. C'est impossible pour un État. C'est l'incidence financière. C'est tout ça qui montre que vraiment, quand les gens le disent, c'est pas parce que les gens ont marché, mais le pays est mal géré, tout simplement. Mal géré. Mal géré et en plus dans l'opacité. Alors pour vous, est-ce qu'un lapsus révélateur ou bien c'est que le moi je dis, la preuve, un prêt, on dit et le droit de réponse, malheureusement, les services de la primature ajoutent à la confusion. À la fin du droit de réponse, on dit il y a une procédure d'annulation du prêt. Oui. De quel prêt? De 1 milliard, non? Oui. Qui date de 2014. 1 milliard qui ont fait l'objet de discussions à l'Assemblée nationale où on a, même le ministre d'État s'est sorti dire voilà. C'est faux que c'est depuis 2014. Moi, je ne pense pas à un lapsus, vraiment. Je ne pense pas. Oui, donc je disais que le droit de réponse des services de communication, du département de communication de la primature ajoute même à la confusion, puisque à l'issue de ce droit de réponse, on constate qu'il y a deux conventions. Celle de 2 milliards de francs CFA, que le premier s'est appelé projet pétrolier, avec la CNPC, 2 milliards de dollars, et puis une autre de 1 milliard qui a fait polémique selon lui et qui reste toujours 1 milliard. Donc deux conventions au début, sauf que cette convention de 2 milliards, encore une fois, dans le cadre du projet pétrolier avec la CNPC, il n'a jamais passé à l'Assemblée. C'est ce que j'allais dire. Certainement, si c'est des conventions de financement, donc c'est toujours ratifié par l'Assemblée nationale. Il suffit de voir les projets de loi de ratification des prêts avec Eximbank pour savoir exactement le montant, en tout cas, de prêts contractés auprès de Eximbank et de quoi il s'agit. Bon, sauf si maintenant, les gens ont contracté des prêts qui n'est pas passé par l'Assemblée nationale. Donc là, c'est un autre problème. On considère que ça n'engage pas l'État du Niger, ça n'engage pas la postérité, puisque la représentation nationale n'a pas donné sa caution. Bon, je pense que c'est comme les philosophes disent, hein, le langage trahit la pensée. Donc je pense que s'il l'a dit, il est de bonne foi, parce que de toute façon, la vérité finira toujours par triompher. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette affaire certainement est revenue. Bon, et c'est pas d'abord l'annulation du prêt de 1 milliard. Pourquoi aujourd'hui on annule cette dette? Pourquoi d'abord on l'a contracté? C'était pour financer quoi? Est-ce qu'on a eu d'autres sources de financement pour réaliser le projet et donc au point d'annuler, de demander l'annulation de cette dette de 1 milliard d'Eximbank, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme vous l'avez dit, il y a une certaine opacité qui entoure la gestion du pouvoir d'État. C'est tout à fait normal qu'il y ait tout ça. Et puis bon, c'est vrai, c'est des gens qui sont passionnés des chiffres. Je pense qu'ils sont obnubilés par les chiffres. On avance des chiffres un peu pour perdre justement les gens, comme ce qui s'est passé dans l'affaire de prêt Eximbank. Je pense que cela est extrêmement grave. Et la question de la gouvernance, tu l'as rappelé, aujourd'hui l'opération Miboula là a connu un coup d'arrêt. C'est parce que tout simplement, il y a quand même de la corruption pour beaucoup, en tout cas de ces dignitaires-là. Les gens sont corrompus, et avec les révélations de Dani Chakour, sur lesquelles elle va revenir. Je pense que c'est en ça là que les gens vont savoir un peu comment, et ce qui fait qu'aujourd'hui le président de la République effectivement ne peut pas lutter contre la corruption, en tout cas, et l'impunité, le détournement des deniers publics. Et l'étendue de ces détournements, c'est monstrueux, c'est ça. Très rapidement, docteur. Rapidement, pour dire que
En 2011, le président Mouroussoufou, enfin, candidat Mouroussoufou, le président en 2016, notamment, avait dit qu'il va avoir une gouvernance fondée sur la transparence, la durabilité, notamment. Et là, nous voyons que c'est tout à fait opaque comme gouvernance. Vraiment, la transparence n'existe pas du tout. Et donc, le Premier ministre, vraiment, a raison. Quand il dit que 2 milliards, moi, il n'a pas menti. Il a dit que c'est ça. Donc, c'était pas une lapsus. Non, c'est pas lapsus, c'est quoi que c'est la vérité. C'est quand même qui dit vrai. Il pense qu'il a quand même dit vrai. Donc, il faut quand même il est quitte avec sa conscience. Voilà, conscience, voilà, il a quand même dit ça. Au moins, un jour, on va dire, ah, moi, j'ai dit 2 milliards. Voilà, donc je pense que ça montre bien que on est dans un contexte vraiment où la non-gouvernance est encore généralisée. Et c'est grave pour un pays où, bien entendu, il faut que Chakour vraiment donne les dossiers là, qu'on soit vraiment mieux informé sur le montant, n'est-ce pas, des dommages, des dégâts commis dans cette gouvernance-là. Merci, Dr. Soulaji. Merci, Hussein Issa. Merci, Dr. Aouda Ouattara. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été les nôtres pour le Presse Plus de cette semaine. Excellente journée de jeu sur le programme de la télévision préférée.